La saison régulière est terminée, ça s'est fini hier soir avec 15 matchs au programme à heure européenne. En plus, dimanche soir, on a été gâtés. Toutes les équipes ont joué. Dénouement. Alors, les playoffs vont commencer. Ils ont peut-être déjà un petit peu commencé parce qu'on avait une affiche au sommet entre les Clippers et les Warriors avec un enjeu majeur. Celui qui gagne se qualifie direct pour les playoffs. Celui qui perd va au play-in. Une intensité digne des playoffs, une atmosphère digne des playoffs, des performances individuelles dignes des playoffs. Bref, on avait déjà un match de playoffs. Ça s'est soldé après prolongation. Il a fallu une prolongation pour départager les deux équipes. Et ce sont les Clippers qui l'ont emporté sur le terrain des Warriors, 124-119, avec grosse performance de James Harden, 39 points, 10 passes et 33 points de Kawhi Leonard. Ouais, c'était le plus beau match de la nuit. C'est une nuit un peu bizarre parce que tu as ces matchs-là qui comptent encore un peu. Tu avais des équipes qui devaient valider leur place en play-off ou leur positionnement en play-in. Et puis tu avais, l'autre moitié des équipes qui a joué, qui avait mis son équipe B avec des joueurs. Ça a dû te plaire sur certaines feuilles de match, des joueurs improbables un peu partout. Celui-là, c'était vraiment c'était une belle affiche. T'as raison, il y avait l'intensité de play-off. Il y a eu un scénario assez cool quand même avec la prolongation. On a revu. Alors, moi, je retiens quand même encore une fois les Clippers parce que les Warriors, on sait maintenant à peu près ce qu'ils valent. Il y aura des questions au moment des playoffs, une fois qu'ils seront logiquement, je l'espère pour eux, sortis du play-in. Mais les Clippers, vraiment, là, cette dynamique de fin de saison, elle est excellente. Là, c'est la 8e victoire. Les joueurs majeurs sont très, très bons. Kawhi, Harden est top. Harden est hyper important d'ailleurs en prolongue. Il y a un enchaînement. Il fait 2 paniers à 3 points. Il obtient 4 lancers. Il les met. Il y a un goaltending aussi, où tu as Butler qui chasse le ballon, mais ça, c'est quand même compté. Il a été excellent et déterminant. Et Kawhi, je continue de dire que je le trouve dans une forme très, très, très intéressante, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer les Clippers et Kawhi en général. Donc, très beau match, issue décevante pour les Warriors, mais prometteuse pour les Clippers, qui sont vraiment l'une des équipes qui me plaisent le plus dans cette fin de saison. Ouais, pareil, j'ai le même sentiment un peu sur les Clippers. Ça me plaît. Pourtant, c'est pas le plus beau basket à voir. Ça repose essentiellement sur l'isolation et sur la recherche du mismatch permanent, les pick and roll avec Ivica Zubac. Il y a un trio de toute façon à Los Angeles qui est absolument incroyable. Harden, 39 points, 7 rebonds, 10 passes. Du coup, je le disais, tu as très bien souligné ses perfs en fin de match. Ce qui me marque, moi, c'est que je sens qu'il y a rien à prouver, en fait. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a pas toute une discussion autour de qu'est-ce qui va se passer, sa legacy, etc. Je pense que lui le sait. Il est serein avec là où il en est. Et il retrouve un niveau de superstar. Et tu vois, il n'est plus dans la course pour le MVP. Donc, il n'y a pas cette discussion. Est-ce que Harden est l'un des meilleurs joueurs qui vont ensuite confirmer en playoff? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'est même pas le meilleur joueur de son équipe. Mais pourtant, sur cette saison entière, c'est lui qui a été le meilleur des Clippers. Les Clippers ont gagné 50 matchs alors que Kawhi en a raté 45. Je pense que rien que ça devrait lui offrir un spot à James Harden dans l'une des 3 All-NBA. Ouais. La question se pose aussi pour Ivica Zubac. 22 points, 17 rebonds, 3 passes, encore excellent hier soir. Muraille défensive dans certains moments. Il a été très très bon. Et Kawhi, tu le disais, 33 points, 6 rebonds, 7 passes. Théo soulignait avant qu'on commence ce CQFR qu'il ne se souvient pas de la dernière fois où il a vu Kawhi aussi vif. Moi, je vais te dire, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu Kawhi aussi fort. J'hésite entre deux. Soit le run de 2022 où les Clippers vont en finale de conférence, mais malheureusement Kawhi la joue pas parce qu'il se blesse. Soit carrément 2019. Je pense que peut-être depuis 2019, j'ai pas vu Kawhi aussi fort. Même sa première saison aux Clippers, il est vraiment en maîtrise totale de ce qu'il fait. Sur le run de 2022, avant la blessure, dans mon souvenir, il est fort quand même. Voilà, c'est peut-être ça, 3 années en arrière du coup. Mais le constat, il est clair vraiment. Et là, ça date pas d'un match ou deux, ça fait quand même pas loin d'un mois, je dirais qu'il est intéressant et prometteur. C'est un joueur qui a quand même besoin de son physique. C'est un joueur qui, athlétiquement, c'est pas le mec qui va claquer des dunks monstrueux sur tout le monde. Ça n'a pas été ça son truc, mais athlétiquement, il a besoin d'être en bonne condition. Là, je le trouve, c'est fluide, c'est propre, c'est efficace. C'est aussi sa marque de fabrique à Kawhi. Lors de ses meilleures saisons, c'est l'efficacité. Il est à 13 sur 20 sur ce match-là, je crois, donc il y a quand même une belle efficacité aussi. Bon, à nouveau, on va espérer, on touche du bois pour les Clippers et pour Kawhi, mais cette équipe, elle est... T'as raison, c'est pas le plus beau basket, le plus spectaculaire ou quoi, mais il y a des ingrédients qui sont pas mal. On en reparlera quand on fera les previews des playoffs, mais tu as même ton gars Chris Dunn qui est bien dans l'équipe, Très bon en défense, qui défend fort, fait des passes. Le banc, quand tu regardes le personnel sur le banc, il est vraiment pas vilain quand même. Il y a du monde.
même s'il y a des joueurs qui sont un peu en dehors des radars depuis quelque temps, type Ben Simmons, mais tu as du Bogdanovic, Derrick Jones Jr., le mec qui a joué les finales l'année dernière, Nicolas Batum, là, qui n'a pas joué cette nuit, mais il y a du monde quand même. Donc voilà, on en reparlera au moment des previews, je pense. Yes. Peut-être un petit mot sur les Warriors. Grosse fin de premier quart-temps avec une grosse défense. Il y a eu des moments où c'était très intéressant. Jimmy Butler qui a tenu l'équipe pendant tous les 3 premiers quart-temps, on va dire. Il finit à 30 points, 9 passes. Butler, il a été très, 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 très bon au début, notamment quand Curry était à la rue, maladroit, des fautes, etc. Stephen Curry qui s'est complètement réveillé dans le 4e quart-temps. 21 de ses 36 points, c'est 4e quart-temps et overtime pour Curry. Il a été très bon sur la fin. Il a perdu des ballons, par contre, 8 turnovers, notamment des ballons à la fin qui ont coûté très cher. Podziemski a été bon. Cette équipe des Warriors, elle aurait vraiment pu prendre le match. Elle s'est ratée. Elle s'est presque tiré une balle dans le pied dans les dernières minutes, j'ai envie de dire. Mais l'autre truc dont je voulais parler, c'est de constater que Jonathan Kuminga n'est plus dans cette rotation. Ouais. Et là, vu comme c'est parti, sauf si ça marche pas du tout pour Golden State, Kuminga va pas jouer en fait en playoff. Ah, et t'as vu la réponse de Steve, donc ils ont posé la Mais question. je comprends pourquoi, cela dit. Moi, je suis pas choqué en fait. Non, ça s'entend, mais ils ont demandé à Steve Kerr s'il y avait un problème ou quoi, et il a dit bah non, regardez, Guy Santos aussi il joue pas, vous me posez pas la question. Mais oui, non, mais ça s'entend. Après, ça veut pas dire qu'on le verra pas des playoffs, c'est une arme qui peut être intéressante contre certaines équipes éventuellement. T'as l'air d'en douter un peu. Bah non, là, comme c'est fait pour l'instant, je pense qu'on le verra pas. Sauf si ça marche pas, sauf si Steve Kerr cherche un ajustement. Mais si les Warriors fonctionnent comme ils fonctionnent depuis un mois, c'est comme une équipe qui termine sur 23-6. Tu vois, c'est une des meilleures équipes de la ligue depuis le trade. L'une des 5 meilleures équipes de la ligue depuis le trade. En fait, Kuminga, il a pas sa place avec Butler et Green. Il trouve pas il est sur le même registre un peu que Jimmy Butler, des ISO, tu vois, des possessions un peu plus arrêtées, en étant moins efficace, en étant moins intéressant. Et en fait, il n'y a pas un line-up où Steve Kerr a trouvé la place de Jonathan Kuminga. Le line-up sans Curry, il faut qu'il y ait Butler. Donc le line-up sans Curry, il n'y a pas Kuminga. Il a pour l'instant pas sa place et du coup, il joue pas. Gary Payton a sa place, Buddy Hield a sa place, tu vois, Quinton Post aussi en tant que pivot qui étire les lignes et Kevin Looney en tant que warrior. Donc vraiment là c'est marrant, ces 2 équipes ont joué déjà avec leur rotation de playoff. Ouais. Très peu de changements, que 8-9 joueurs utilisés. Ça va être important, c'est comme ça que ça va se passer pour beaucoup d'équipes. Avec des titulaires qui jouent de grosses minutes, on fait confiance aux starters. Et Kuminga, oui, il va peut-être jouer si les Warriors sont menés 2-0. Si les Warriors sont menés 2-0, qu'il y a un truc qui se passe pas bien, ouais, là peut-être qu'on verra Kuminga, mais... Moi je pense qu'on le verra quand même, mais à voir, hein, parce que quand tu regardes, t'as raison, là pour l'instant, avec Green dans le 5, c'est Looney et Post qui se répartissent les minutes à l'intérieur. Kuminga, c'est pas un pivot traditionnel, hein, mais c'est un joueur qui est capable dans des line-up de jouer vraiment intérieur, et il a les qualités athlétiques qu'ont aucun des 3 autres joueurs qu'on ce profil-là, de ce poste-là. Bon, t'as peut-être raison, hein, mais je pense quand même qu'on le verra un petit peu, à mon avis. Un petit peu, si c'est du garbage time, ça compte pas. Ah non, oui, ça comptera pas, je te l'accorderai. Et c'est pour ça que je dis, on le verra sans doute. Moi, mon point de vue, c'est qu'on le verra quand les Warriors seront en difficulté, quand il y aura un ajustement à faire. Si les Warriors fonctionnent bien, je ne suis pas sûr qu'on le voit beaucoup. Du coup, avec cette victoire, les Clippers valident leur 5e place. Ouais. Les Warriors terminent 7e. Ils joueront Memphis au match le premier match de play-in. Ça commence mardi, si je ne dis pas de bêtises. Golden State, en cas de victoire, Golden State jouera Houston au premier tour des playoffs. En cas de défaite, les Warriors auront encore une chance de se qualifier pour les playoffs. Mais voilà pour Golden State. À domicile, quand même, ils ont perdu ce match. Alors bon, c'est peut-être pas plus mal pour eux de finir 7e. Le 6e va jouer quand même Los Angeles. Au mieux, va jouer les Lakers, pardon. Au mieux, les Warriors pouvaient finir 6e. C'est-à-dire que même s'ils avaient gagné, ils ne seraient pas montés jusqu'à la 5e place, vu que Minnesota a gagné. C'est le match d'après. J'ai qu'à enchaîner sur ce match. Victoire de Minnesota contre Utah, 116-105. Mine de rien, ça n'a pas été si facile que ça. Toute la première mi-temps était équilibrée. Il a fallu 43 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 interceptions d'Anthony Edwards et 19 points, 18 rebonds, 4 contre de Rudy Gobert. Il termine très bien la saison, Rudy Gobert. Et du coup, Minnesota finit 6e avec 49 victoires. Cette conférence Ouest complètement folle. Les Warriors et les Grizzlies, 7e, 8e, 48 victoires. C'est immense. C'est clair. Et l'affrontement Minnesota-Los Angeles va être cool. Juste préciser qu'Anthony Edwards
a vu, enfin, sa suspension, parce qu'il avait pris une 18e faute technique, elle avait été annulée, et du coup, il a pu jouer ce match. Et bon, c'est plutôt une bonne chose pour Minnesota, parce que vu ce qu'il a fait avec les 43 points, ça a été plutôt utile. Yes, j'ose plus dire yes maintenant. Pour ceux qui ont vu le Hoop Culture de ce dimanche. Exactement. Allez regarder le Hoop Culture et Quacks. J'ai perdu du coup le fil de ma pensée. Bon, Minnesota au moins a fait le job. Voilà, on va tourner ça comme ça. Restons un peu à l'ouest. Il y a Denver qui a validé sa 4e place en battant Houston 126-111. Denver qui n'a pas perdu. Voilà, c'est que 2 matchs, mais depuis l'arrivée de David Adelman. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties sur Michael Malone. Et apparemment, les joueurs avaient quand même vraiment envie qu'il parte. Et Jokic inclus d'ailleurs. Apparemment, en tout cas, ils sont très contents. Ils ont montré beaucoup d'enthousiasme avec Adelman depuis qu'il est là. Bon, ça veut pas, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils détestaient Malone, mais il y a peut-être. J'ai lu qu'ils en avaient marre. J'ai lu qu'ils en avaient vraiment marre. Que les joueurs en avaient vraiment marre. J'ai peut-être dans l'idée qu'il y aurait peut-être eu moyen de le sauver, de dissuader peut-être la direction de le faire si les joueurs avaient été plus derrière. Mais bon, ça, on le saura après. Je pense que Malone, il ne faut pas s'inquiéter, il va parler un moment. Je pense qu'il va, pendant l'intersaison, on va le voir dans des podcasts et tout, à mon avis. Apparemment, il était très furieux d'avoir été viré, Malone. Vu le timing, je comprends tout à fait. Timing, et après 10 ans, titre, etc. Mais voilà, tout ça pour dire les joueurs, Jokic inclus, dans ce qu'on lit des insiders fiables, notamment d'ESPN et de The Athletic, étaient quand même vraiment contents que ça change. Et bon, pour le coup, il y a 2 victoires depuis. On verra, il y a Jamal Murray qui est revenu aussi, ça compte, ça coïncide le retour de Murray, donc évidemment, ça change beaucoup de choses pour Denver. Denver a validé sa 4e place avec cette victoire facile contre Houston, mine de rien, alors que Houston avait quand même fait jouer ses titulaires. Alors, il n'y avait pas de pression du côté d'Houston, ils sont déjà assurés de terminer 2e. Ouais, ils ont vite lâché prise, en troisième, moitié du 3e, tout le monde à la sieste, et Denver a pu plier l'affaire. Yes, avec 19 points de Michael Porter Jr., 18 points, 7 rebonds, 7 passes de Nikola Jokic. Denver 4e qui jouera les Clippers, ce sera une grosse série qu'on va décrypter ensemble tout à l'heure sur un podcast. Restez branchés sur Basket Session, mais grosse série du premier tour, ça. Allez, je te propose qu'on enchaîne un peu sur les matchs. Je les prends dans l'ordre d'ESPN. Allez, les Hawks ont battu le Magic 117-105. Un match qui comptait pas, mais ça sera c'est même pas une preview, c'est le match qu'il va y avoir au play-in entre le 7e Orlando et Atlanta 8e. Mais bon, là, il n'y avait pas de. Orlando a fait jouer essentiellement ses remplaçants, il n'y avait pas les stars. Atlanta, pareil. Du coup, on a Keaton Wallace qui a sorti son premier triple-double en carrière, 15 points, 11 rebonds, 15 passes. Zaccharie Rizaché n'a joué que 10 minutes, 9 minutes même d'ailleurs. Il s'est blessé, il n'est pas revenu ensuite. Donc 6 points pour Zaccharie Rizaché. Dommage, il avait peut-être l'occasion de faire un carton, il avait bien commencé en plus. C'était l'un des seuls titulaires habituels ou mec de la rotation classique qui était là. Donc il faut aussi se préserver avant le play-in, quoi. Boston a battu Charlotte 93-86 avec son équipe B. 34 points de Peyton Pritchard. Nous, ce qu'on retiendra peut-être, c'est les 10 points, 9 rebonds de Moussa Diabaté ou les 5 points, 5 rebonds de Tidjane Salin qui a beaucoup joué. Charlotte qui termine la saison avec 19 victoires et Boston avec 61. C'était le dernier point Moussa Diabaté de la saison régulière. Vivement l'année prochaine. Je ne sais pas quand les Hornets vont retrouver les playoffs. Ça peut être dans longtemps. Ah, c'est la conférence Est, ça peut revenir. En tout cas, au moins le play-in, histoire qu'il y ait un peu d'adrénaline, ça peut revenir rapidement. Là, s'il chope Cooper Flag, Flag, Brandon Miller, la Melo. Voilà, ça peut. C'est pas l'équipe la moins bien placée, c'est pas la mieux gérée, mais c'est pas la plus. Il y avait une discussion dans le podcast de Bill Simmons sur quelle franchise tu aimerais être le propriétaire de quelle franchise par rapport aux Mavs. En gros, c'est le pire plan, et puis quand même les Hornets, c'était dans le lot des équipes les moins désirables, on va dire. Mais à l'Est, tu peux quand même sportivement faire quelque chose. Le buzz peut vite revenir. C'est marrant de dire le buzz d'ailleurs en parlant des Hornets, Buzz City, mais c'est quand même une franchise qui a une identité visuelle. On le dit souvent, à chaque fois, c'est le seul palmarès des Hornets. Ils ont une identité visuelle, mais tu vois, il y a eu une période un peu culte. Ça peut être une équipe, le jour où elle va bien fonctionner, elle va plaire à beaucoup de monde. Il y a un joueur en plus qui ont ce potentiel-là. Il faut juste réussir à l'exploiter. Tu crois que les Hawks, ils feront jamais rêver personne? Ça dépend, il y a des joueurs incroyables. Tu vois. Ils font rêver. Tu vois, ils n'ont pas le même potentiel. Si on crée un potentiel du max que tu peux avoir de popularité, bien sûr qu'il y a des gens qui aimeraient les Hawks quand les Hawks se mettent à fonctionner. Tu vois. Mais il y aurait, avec certains joueurs, etc.
Mais le potentiel n'est pas aussi élevé que d'autres franchises. Quand même. Sans doute. J'ai pris les Hawks, mais je pense qu'il y a pire d'ailleurs. Ouais, Atlanta, c'est une ville, c'est quand même une grosse ville, quoi. Mais bon, ce sera un débat ultérieur. Et jamais un free agent a choisi Atlanta, malgré le fait que c'est un grand marché. Cleveland a perdu contre Indiana 126-118, gros comeback des Pacers. Bon, pareil, là, il y avait L'équipe B contre l'équipe B, quasiment. Nequan Tomlin a joué du côté de Cleveland. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, il a mis 24 points, 12 rebonds. Qui a fait la différence? Quentin Jackson? Ouais, Jalen Tyson aussi, bon, à chaque fois qu'il peut jouer un peu, il est bon du côté des Cavs. Mais bon, victoire des Pacers, 50 victoires sur la saison quand même pour Indiana. Très belle saison d'Indiana au final. Ouais. Les Knicks ont battu les Nets 113-105. Michael Bridges il a joué 6 secondes, oui, c'est ça. Escroc. Ouais, tout ça pour assurer sa série, pour avoir 82 matchs. Donc, il a joué 6 secondes. Il est rentré, il a fait une faute. Il était titulaire, en fait. Titulaire au début du match. Et il arrive, il fait une faute tout de suite, et il sort, et il est mort de rire, tout le monde est content. Bon. Pareil pour Jarrett Allen du côté des Cavs. C'est 2 joueurs, on en reparlera au moment de parler des Spurs. Il y a 6 joueurs qui ont joué les 82 matchs cette saison, dont 2 joueurs des Spurs, dont l'un qui a battu un record d'ailleurs. Et pour le coup, il y a Michael Bridges et Jarrett Allen. Donc bon, chacun a joué quelques secondes. Pas comme Dadier a pu jouer 4 points, 4 rebonds. Parenthèse, c'est abusé quand même, non? Bah ouais, c'est ridicule. Non mais c'est un marathonman, le gars, il est incroyable, Bridges, il n'y a pas de souci, mais pour moi, c'est soit tu... Parce que dans 20 ans... il joue au moins 5 minutes, mais bon, donc 5 minutes, c'est 5 fois plus de risque de blessure. Mais... Ouais. Moi, à la limite, j'aurais préféré qu'il joue pas et qu'on dise, bon, bah la série s'est arrêtée parce que c'est plus prudent. Ouais. 6 secondes, ça fait vraiment... Bon. Bref, allez, c'est bon. Je suis assez d'accord avec toi. Washington a battu Miami au buzzer avec un game winner de Bob Carrington, le rookie qui a bien terminé la saison d'ailleurs. À chaque fois, il frôlait le triple-double. 15 points, 7 rebonds, 9 passes et un buzzer beater très compliqué. Il est chaud, avec la planche. Il est chaud, le buzzer beater. Le drive et tout, tu dis jamais ça rentre. Après, lui, c'est un joueur comme ça. Moi, c'est pour ça que je l'aimais bien aussi à la fac. C'est un joueur un peu... Il a le potentiel joueur frisson, tu vois. Alors, casse-gueule parce qu'il va rater beaucoup de trucs. C'est une belle première saison. Et c'est le seul rookie qui a joué 82 matchs aussi. Hein. Alors, et lui, il n'est pas rentré 6 secondes. Je suis pas sûr qu'il ait joué les 82 matchs. Il me semble avoir lu ça. Alors, non, il n'a pas joué 82 matchs. Carrington? Non. On est sûr, bon. J'ai dit une énorme bêtise. En tout cas, ou alors, attends, je vais regarder, mais non, je pense pas parce que j'ai la liste des joueurs qui ont joué 82 matchs sous les yeux. Bon, après, il en a peut-être joué beaucoup, je vais te dire tout de suite. 82. Ah bah, c'est ESPN qui s'est trompé. Ah bah, bravo, 82 ESPN. Ah oui, effectivement, Bob Carrington, 82. ESPN l'a oublié. J'avais lu que c'était le seul rookie qu'il avait fait cette année dans cette cuvée-là. Bien vu, Shai. 10 points, quasiment 10 points, 4 rebonds, 4 passes de moyenne. Fait une belle première saison. Alex Sarr, pour le coup, a fait 10 points, 8 rebonds, 4 passes. Le hit qui gâche la grosse performance de Rémi Raquez, il a mis 41 points. Ouais. 41 points, 10 rebonds, 7 passes sur ce match sans enjeu. Ouais, Philadelphie. Ouais, pardon. Non, je dis, puis pareil aussi, il n'y avait ni Hero, ni Adebayo, enfin bref. Ouais, non, mais la moitié des matchs, notamment les matchs de la conférence Est, servaient absolument à rien. Ouais. Chicago a battu Philly 122-102, pareil. Si vous voulez, voilà, Kevin Huerter a mis 18 points. Voilà, sachez. Ils ont mis leur équipe un quart d'heure, en gros. Un quart d'heure, 20 minutes, et après, ça a tourné. Et Milwaukee a battu Détroit après prolongation, 140-133, avec le record en carrière de Pat Connaughton. C'est bien, ça sera ça les derniers matchs de la saison. Tu as des joueurs qui lâchent des perfs. Donc 43 points, 11 rebonds, 5 passes de Pat Connaughton. Kyle Kuzma, c'est marrant, il a joué 12 minutes le premier quart-temps, il a mis 22 points d'un quart-temps, il est plus re-rentré. Ouais. C'est vraiment... ça sert à rien ces trucs-là, mais bref. Non, mais Bobby Clintman a joué pour Détroit. Je pensais que tu me parlerais de Jamari Bouya des Milwaukee Bucks avec son nom si chantant. Mais Stanley Umude aussi. Enfin bref, c'est vraiment sans commentaire. Memphis a écrasé Dallas. Memphis avait fait le boulot en espérant que les autres équipes se plantent. 132-97, les Grizzlies. Cam Spencer, 23 points, 31 points de Lamar Stevens. Je crois que Memphis était assuré de terminer dans le play-in, peut-être. Ouais. Bref, Memphis a écrasé Dallas. Pareil, du côté de Dallas, il n'y avait pas d'Anthony Davis. Les Trailblazers ont écrasé l'équipe B des Lakers. 109-81, 23 points d'Alano Banton, 14 points Toumani Camara, 15 points Matisse Thybulle. Il y a eu 13 points d'10 rebonds de Ryan Rupert. Du côté des Lakers, Bronny James a joué 38 minutes. Il a fait 4 points, 6 passes. Voilà. Titulaire, ouais. Longtemps qu'on n'avait pas cité Bronny.
C'est vrai, 4 points, 6 passes, 3 rebonds, 4 interceptions. Voilà. Le Thunder valide sa saison à 68 wins, quand même, une des meilleures saisons de l'histoire, en battant les Pelicans 115 à 100, 28 points d'Aaron Wiggins, 26 points de Brandon Carlson, voilà, contre une équipe C évidemment des Pelicans. D'ailleurs, du côté des Pelicans, ce qu'on a appris, c'est que ça chauffe un peu, il pourrait y avoir du changement, un peu, notamment sur le banc. Willie Green a admis qu'on lui avait pas dit s'il allait rester ou pas. Ça, c'est une manière de faire comprendre que ça va bouger. Alors qu'on a dit à Chauncey Billups qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il voulait. Il a Ouais. prolongé grâce à 6 bons derniers mois, alors qui sont réels. Hein. Même moi, j'ai dit que c'était. Alors Moins j'ai que 6. demandé son renvoi depuis 3 ans. Enfin, son renvoi. Je n'étais pas du tout convaincu pendant les 3 saisons précédentes. Je trouve que c'est là, il se passe des choses intéressantes. On voit quelque chose, mais c'est quand même pour 6 bons mois, ça fait un peu cher payé, quoi. Surtout, je me mets à la place des fans des Blazers. Tu vois qu'il y a des bons coachs qui commencent à être sur le marché, les Jenkins, Malone. Ça aurait été pas inintéressant d'attendre un peu. Voilà. Bon, après, tant mieux. Je veux dire, si ça marche, ils pourront se dire c'était notre gars. On a été solide, on lui a proposé la prolongation, il est resté, ça a été positif, mais c'est un peu. Le timing m'interpelle également. Voilà. Et à voir ce que ça donne l'an prochain, parce que ça, c'est un coup à ce que tu le prolonges, et l'an prochain, tu déçois et tu te dis ah mince, c'est pas lui qu'il nous faut. Donc bon, à voir, il y aura un peu de pression sur l'an prochain. Les Kings ont battu les Suns 109-98, validant du même coup leur 9e place. Avec 20 points, 12 rebonds, 6 passes de Domantas Sabonis, ou 22 points, 10 rebonds de Jonas Valanciunas. Les pivots lituaniens ont fait le job. Et en fin dernier match, les Spurs ont battu les Raptors 125-118. Tout à l'heure, j'ai parlé des Spurs, parce qu'il y a 2 joueurs parmi les 7, du coup, et non les 6. Les 7 à avoir joué 82 matchs, il y en a 2 des Spurs, Harrison Barnes et Chris Paul. Chris Paul, 39 ans, 40 dans un mois, a joué les 82 matchs de San Antonio. C'est un record pour un joueur aussi tard dans sa carrière. C'est sa 20e saison à NBA de jouer les 82 matchs. Donc chapeau à Chris Paul quand même. Ouais, respect. Et puis il n'a pas dit qu'il voulait arrêter d'ailleurs. Yes, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'a pas dit qu'il voulait arrêter. Je pense que peut-être la dernière à venir. Allez, pour lui et pour les Browns. À voir. Partir ensemble en amis. Du coup, oui, les Spurs, on a aussi eu des nouvelles de Victor Wembanyama. Il ne s'était pas exprimé depuis l'annonce de sa fin de saison avec la thrombose veineuse profonde dans l'épaule. Victor Wembanyama s'est exprimé. Il a dit que le problème était réglé. Alors, il s'est exprimé sans donner de détails. Il a dit je ne veux pas m'étendre sur mon bilan médical. Il ne veut pas dire s'il a été opéré ou non. Il ne veut pas trop dire où il en est. Il dit qu'il est ni en avance ni en retard sur sa rééducation. On sait qu'il a repris la muscu, qu'il a repris quelques drills, mais qu'il n'y a pas d'entraînement avec contact pour l'instant. Mais il sera prêt pour la reprise et donc le problème serait réglé. Plutôt une bonne nouvelle quand même. Voilà, ils lui ont aussi posé la question sur l'Euro, hein, quand même. Maxime Aubin de l'équipe lui a posé la question sur l'Euro parce que ça intéresse forcément les Français. Il a dit qu'à la base, il voulait participer à l'Euro avant ce problème médical. Et il a dit, je ne sais pas si c'est réaliste. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes. Se projeter là-dessus ne serait pas pertinent. Mon problème est très particulier. Ça me prendra du temps avant d'être sûr de ma décision pour l'Euro. Mais évidemment, ma volonté est de faire toutes les compétitions en équipe de France. Moi je pense depuis le début que ce sera compliqué de le voir. Et je pense que les Spurs n'ont aucune envie de le voir faire l'Euro, pour le coup. Et à moins qu'il fasse vraiment un forcing incroyable, je pense qu'on ne le verra pas à l'Euro. Ouais, je penche aussi du côté du négatif. Moi, je me dis que ça dépendra de sa rééducation, en fait. S'il se retrouve très en avance sur sa rééducation, peut-être, ça ferait une reprise intéressante, mais pas light pour le coup. Mais effectivement, à voir. Ça semble pas forcément encourageant. Mais moi, je m'inquiète pour sa santé mentale. Je l'ai vu avec un maillot du PSG vintage sur le banc des Spurs. C'est un Parisien. Hein. Mais bien sûr, je plaisante évidemment. En plus, c'était les beaux maillots de l'époque. Je les trouve bien plus sympas que ceux d'aujourd'hui. Écoute, on peut terminer le CQFR là-dessus. On a abordé les 15 matchs. Ouais. Ah oui, mais non, bien sûr. Non, il y avait quand même une finale d'Euroleague. Il y avait quand même 5 Françaises engagées en finale de l'Euroleague. Alors, pas de club français cette année, malheureusement, mais 5 joueuses françaises. Il y avait Prague contre Mersin. À Prague, il n'y a qu'une seule Française, c'était Valériane Ayayi. En face, il y en avait 4. Les 2 Marine Johannes, Marine Fotoux. Il y avait Iliana Rupert aussi. Et Christelle Diallo, qui elle n'a pas joué, elle est restée sur le banc. Et à la surprise, pas la surprise générale non plus, mais parce que sur le talent, Mersin avait a priori au moins une aussi bonne équipe que Prague. C'est Prague qui l'a emporté et Valériane Ayayi qui remporte
sa première Euroleague, victoire 66-53. Tout le monde attendait le Fenerbahçe cette année, mais le Fenerbahçe a perdu dans le Final Four, et c'est donc Prague avec la légende du coaching Natalia Eshkova qui prend sa retraite à 71 ans avec une 6e Euroleague au compteur. Voilà. Et Valerian Ayayi, donc championne d'Europe. Bravo à elle. Bravo à Valerian Ayayi. Et donc aux filles de Prague, on se retrouve cet après-midi pour un podcast où on va faire une preview des 4 premières. Voilà, je vous donne en avance le thème du pod, des 4 premières séries, celles qui sont déjà connues. N'hésitez pas aussi à checker le Hoop Culture d'hier avec Wax en invité spécial de Pierre Armand et Théo. Un très bon moment, très intéressant. Donc allez regarder ça. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour un podcast. Ciao, ciao. Ciao.